Ah, ça y est, ça marche. Hello les amis, hello. Bonjour, bonjour amis québécois, amis des pays francophones, de partout sur la planète, et aussi aux saxons, thaïlandais, tous les terriens de la planète. Si vous comprenez le français, ça serait génial. Voilà, je rappelle que je fais cette vidéo aussi pour partage de réflexion sur nos amis qui viennent d'autres planètes. Hein. Donc, comment ils appelaient ça les indigènes côté de Mexique descendus des étoiles, un truc comme ça. Et oui, chaque étoile représente tout un système planétaire selon la construction le jour de la naissance des étoiles dans un nuage de poussière. Faites un tour, vous allez voir, c'est vachement intéressant. Il y a même des vidéos qui sont super intéressantes. Et on voit comment tout se met en place, tout un système planétaire. Je trouve ça hyper fascinant. Comme la matière. C'est incroyable. Incroyable. C'est comment la matière est créée. Et, donc il y a des matières de base, apparemment, dès la naissance de la planète. Et c'est-à-dire que, par exemple, la nôtre, et puis apparemment les autres, quand il y a eu juste après la création de notre étoile, c'est encore de la poussière, un gigantesque anneau de poussière autour de la planète, autour de l'étoile. Et l'étoile, elle exerce à la fois une attraction et aussi une répulsion. Et par rapport, je pense que la répulsion elle est un peu plus forte, peut-être équilibrée. Tout ça, c'est un dosage de force qui crée une composition de matière qui s'éloigne de plus en plus du Soleil. Donc, je me rappelle bien, les matières les plus lourdes, ils sont plus proches du Soleil, et les plus légers, comme l'hydrogène, ou l'hydrogène avec l'oxygène qui forme de la glace. Donc, c'est pour ça qu'au plus loin, au plus éloigné du Soleil, vous avez après l'anneau d'astéroïdes composé de roches, de carbone, de fer et de cuivre, tout ça. Il y a un autre anneau, et celle-ci est composée de glace. Apparemment, elle est moins dense en masse par rapport aux autres roches. Donc, étant donné qu'elle est moins dense, elle est moins attirée par le soleil, elle est plus éloignée. Donc, ça fait toute une composition. Pour ça, la chimie à l'école, c'est la loi de la densité. Tapez sur YouTube la densité physique, vous allez tout comprendre. Apparemment, notre planète, vu qu'elle a été en fusion, provoquée par la chute de météores, donc il y avait un bombardement. Pearl Harbor à côté, c'est un enfant, pour dire que tous les jours ça tombait. Ça doit être terrifiant si on pouvait voir une machine à remonter dans le temps et s'apercevoir ces bombardements, ces tremblements de terre, oh là là, cette agitation de la matière. Il faisait pas bon de vivre sur notre planète dans ces temps-là. Hein. De temps en temps, vous avez des petits météores. Après, c'est des astéroïdes qui venaient. Alors donc, ça a chauffé la croûte terrestre. À savoir que dans ce temps-là, la planète, elle n'était pas cette taille-là, mais elle était beaucoup plus petite. Hein, faut pas oublier. Après prendre l'âge, elle grandit. Forcément, à force de tomber la matière, il y a un cumul de matière. Et ce qui est intéressant dans autant de la fusion, c'est que la loi de la densité, la matière en fusion la plus lourde, elle allait au cœur, et la plus légère, elle a été soulevée par la plus lourde. J'ai pris des cours de géologique. Et moi qui est passionné d'ufologie, c'est très important de comprendre ça. Il y a un lien. De toute façon, tout a un lien, comme dit dans le bouddhisme, on est tous interconnectés les uns des autres, vous voyez.
Et donc après, elle s'est refroidie, donc ça a formé une croûte, mais à l'intérieur c'est toujours en fusion. Et c'est grâce à ce noyau qui est en fusion qu'on a une terre tempérée et des distributions de minéraux qui viennent de la terre sans, on va dire, ici, voilà, ici à 100, 200, 300, 400 km, c'est, je sais pas, j'ai la terre, mais je vais dire une connerie, je dis rien, je peux me faire tuer. Et donc, il y a eu aussi les phénomènes des volcans qui ramènent des minéraux. Et ce qui est marrant, quand je regarde dans la géologie, par rapport, donc le magma, c'est la matière de base, elle a affaire à du chaud, à du froid de l'atmosphère, à de l'eau de mer salée, de l'eau douce, et aussi elle subit aussi des actions, des influences avec les bombardements là-haut du cosmos. Tous les jours, on est bombardé de gluons, gluons, je sais plus, et d'autres atomes ou particules comme les électrons qui viennent des explosions d'étoiles en fin de vie, qui disent, personnellement, qui étudient le bouddhisme, c'est pas une fin de vie, c'est une évolution à autre chose. Dans le bouddhisme, ils disent que rien n'est figé, tout est éphémère, tout est transformation. Vous voyez, c'est une religion qui est vraiment basée sur la science. Tout se transforme. Vous voyez, rien ne dure. Le champ à côté, un jour, vous aurez en 2100 tête des gratte-ciel. Et là, il y aurait une rue avec une grande rue qui aurait, je sais pas, 6 fils de voitures. Vous voyez? Donc rien ne dure, tout est en changement. Et peut-être dans 1000 ans, on va revenir à ça, à l'état sauvage. Vous voyez? Mais plus, il n'y aura plus de champs, mais l'état sauvage, ça sera la savane. Parce que bon, soit on a déménagé, soit on a décidé de fusionner avec la nature et de remettre dans l'ordre, mais qu'on vit avec, mais tout en étant moderne et technologie, c'est-à-dire avec une technologie verte. Comment je peux dire ça, verte et respectueux et raisonnable. Hein, tout le monde le sait, ce qu'on vit actuellement, ça ne va pas durer. Ça peut pas durer comme on vit, mais on va se transformer et puis résoudre ça, j'espère. D'ailleurs, le monde est en mouvement. Nous venons. Rien ne dure, tout est éphémère, tout est changement. Voilà, après le Covid, on sent que le monde a changé. Les gens, malheureusement, s'ils n'ont pas été prêts à ça, ils sont plus... Voilà, ça, ils se sont endurcis. Mais encore quelques mois, ils vont peut-être digérer et grandir ce qui leur arrive. Ce qui compte, vous savez, c'est grandir. C'est pas rester dans une sorte de dépression, une sorte de dire de toute façon tout est foutu. Non, tout est changement. Voilà. On va compter un peu sur l'intelligence de l'homme pour régler cette situation. Donc, à travers notre éducation de nos enfants, selon qu'on leur met dans la tête, à tous nos enfants, forcément, s'ils ont des bonnes données dans leur tête, ça ne peut qu'évoluer. Alors, soyons positifs, ça va évoluer. Bon, c'est vrai que moi, je suis positif parce que je suis en France. Et sincèrement, la vie ici, elle est très douce. On vit en paix. Malgré qu'il va encore avoir le monde a encore changé avec ce qui se passe avec l'Ukraine. À vrai dire, je ne crois pas que Poutine va s'arrêter là. Mais il va apporter un changement, ça bouscule l'ordre des choses. Peut-être ce changement sera dans le négatif, viendra de positif. Bien sûr, actuellement, je suis très... vite fait, on va pas se ruiner on
on peut rien faire. Hein. On est des spectateurs, on fait ce qu'on peut, on va donner des dons, on va essayer de faire quelque chose. Mais bon, voilà, je préfère pas trop en parler. Ça va pas arranger les choses. Mais bon, pour vous dire que là, le monde a encore changé. Voilà. Est-ce qu'on va en tirer encore des bonnes leçons? Est-ce qu'on va changer notre tempérament et voir les choses autrement? Je pense que oui. Pour les générations les plus jeunes, ça va se faire. Voilà, voilà, voilà. Donc, je reviens sur l'histoire de la matière. Et donc, cette matière de base qui est dans le noyau, Gabon, je crois que ça s'appelle, le magma, a pas grand chose, je crois qu'il n'y a que 25 cristaux différents. Mais ce qui est marrant, c'est que quand ça remonte en surface, ça se mélange par exemple à l'eau de mer, elle est refroidie, réchauffée, recompressée, et ça donne une autre variété de cristaux. Et là, j'ai appris ça par un monsieur qui fait de l'horticulture et enfin passionné de tout ce qui est vivant en végétal. Là-dessous, on m'a expliqué, si on peut voir, là, ça fait des... On m'a expliqué que par rapport à la racine et à la hauteur des arbres, ça correspond, la profondeur des racines correspond à la hauteur des arbres, voire peut-être un tiers de plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher les minéraux qui sont en dessous. Pourquoi les minéraux ne sont pas au-dessus, qu'elle pourrait les ramasser en surface? À cause de la loi de la densité. Selon la création de notre planète, les météos les plus lourds, ils restent en profondeur. Quelquefois, par les mouvements des plaques, ils se retrouvent à l'air libre. Ça arrive. Hein. Mais là, bon, tout partout, il n'y aura pas de mouvement de plaque qui se relève du sol et puis qu'on verrait sur le flanc toutes les couches. Et voilà, le minéraux qui nous intéresse, c'est celle qui est à 50 mètres ou 100 mètres plus bas. Si la falaise a fait 100 ou 200 mètres. Donc les arbres, elle va chercher les minéraux qui l'intéressent et se fixe sur les feuilles. Et à l'automne, elle retombe pour arroser à son pied tous les minéraux que les herbes, là, récupèrent. Parce que les racines ne sont pas aussi profondes que celles des arbres. Donc vous voyez, il y a une collaboration entre l'arbre et la végétation qui est autour. Là, ça, elle ne bénéficie pas du système naturel. Elle est simplement... comment je peux dire ça? Elle ne survit que grâce à la chimie que l'homme apporte. Vous voyez? Donc là, c'est un peu la graine qui ressort, qui va nous nourrir. Elle ne nous nourrit pas. Elle n'a pas tous les éléments. C'est comme si que je prenais une toute petite graine et je souffle pour la gonfler. Donc vous aurez la quantité, mais pas la qualité et pas ce que le corps veut. Parce que le corps, lui aussi, il veut les minéraux que l'arbre va chercher aux profondeurs de la terre. Si vous mangez des châtaignes ou des noisettes, vous bénéficiez des minéraux. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi d'autres apports. Mais le corps a besoin, pas que du carbone ni de l'eau, des atomes de fer. Il y a des minéraux qui attendent peut-être du quartz ou quelque chose de plus rare qui est en profondeur de la terre. Elle n'en veut pas beaucoup, mais il lui faut ça pour faire fonctionner tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Et cette terre-là, elle est morte. La terre de France, elle est morte parce que bon, paraît-il qu'ils veulent revendre du blé parce qu'on va être en pénurie de blé. Et le pays qui fournissait le blé avait encore de la terre ancienne. La terre, elle était noire. Quand elle est noire, c'est qu'elle est carbonée. C'est une terre ancienne où le processus n'a jamais été cassé. Là, le processus, il est cassé. Là, ce n'est qu'un support. Prenez cette terre-là, mettez dans un pot pour planter des géraniums ou des fleurs, ça ne va pas pousser. Sauf si vous mettez de l'engrais. Pas sûr. Il faut de l'engrais qui soit adapté parce que traiter à fleurs, c'est un peu plus compliqué que le blé. Voilà. Donc, si la France veut remettre ses champs en production et qui nourrit, on va avoir des problèmes.
Parce que moi, je sais que dans le département de la Picardie, qui était un grand territoire de blé, de maïs, betteraves, ceci, cela, les agriculteurs, quand la terre ne produisait plus, et ils le revendaient pour installer des usines, des hangars logistiques. Donc, on en a vendu, ici en Picardie, on a vendu énormément de surfaces qui étaient cultivables, mais cultivables usées, mortes, pour mettre ça. Là, si on doit faire marche arrière, il faut du temps, beaucoup de temps. En fin de compte, les paysans actuellement, comme nous tous, on s'aperçoit qu'on doit quitter absolument le pétrole et tout sa chimie qui est derrière pour redevenir indépendant, mais plus esclave d'un pays qui peut venir aussi un pays et imposer ses droits sur nous. On a une douceur de vivre actuellement en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, qu'on veut absolument garder pour qu'on puisse dire ce qu'on a envie de dire, de très intelligent, ce que je fais là actuellement. La liberté de penser, la liberté de dire, de partager. Après, c'est discutable d'un autre côté. J'ai déjà été dans un pays de dictature, enfin, où royaliste, donc les lois sont imposées, on ne peut pas faire autrement. Parce que chez nous en France, vous voyez, ils brûlent les voitures, pas moi. Ils brûlent les voitures parce que moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de casser les choses. Ils cassent les vitrines, les voitures, ceci, cela, et puis ils n'ont presque rien en amende. Ben, vous allez en Thaïlande, vous faites ça, vous devez payer, et c'est 15 ans de prison. Hein. C'est quand même, la note est chère. Hein. Si vous avez moyen de payer, vous avez moins de prison, mais si vous n'êtes pas solvable, et même voir qu'ils vous oublient dans la prison pour vous libérer. Parce que bon, bah, je les ai vus une fois quand j'étais en Thaïlande, ils étaient en train d'arracher de l'herbe, boucher les trous au bord des routes. Hein. Et il y avait des gardiens avec des fusils et puis un 4x4 qui tournait comme ça pour voir s'il n'y en a pas un qui va s'échapper. L'ambiance était un peu pesante. Hein. Donc pour vous dire, on a vraiment une super chance d'être ici. Bien qu'en Thaïlande, il y a des Français qui vivent très bien. Il suffit de respecter les règles. Pas faire le con, c'est clair. Et ici, personne n'a peur des gendarmes. Apparemment, tout le monde fait n'importe quoi, il embête tout le monde. Et bon, voilà. Je ferme cette parenthèse. Désolé de l'avoir ouvert. Donc maintenant, je vais essayer je reparle de la matière. Donc les arbres tirent cette matière qui est très profonde parce qu'elle n'est pas en surface à cause de la construction de la planète au temps préhistorique, plus loin que ça, il y a peut-être il y a 3 milliards d'années, à l'âge de la Terre, tiens, c'est 4,5 milliards d'années il me semble. On a eu de la chance parce qu'on a un soleil qui va... Le soleil, notre étoile qui a une longue vie, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il y a des étoiles qui vivent qu'un million d'années. Et celui-ci, c'est un pépère. Donc on a encore le temps de progresser. Super chance. Je pense que là où on vit, il y a de la chance partout. Hein. Et c'est incroyable ce qui s'est construit ici. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est visité, parce que on est quand même, je pense qu'on est assez curieux, certainement, et très rare d'avoir tout un système de vie, une organisation naturelle que les ET se sont aperçus et que c'est valable pour nous étudier. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont installés ici, parce qu'ils pensent qu'ils ont beaucoup à apprendre. Et même s'ils savent des choses, ils s'aperçoivent qu'il y a d'autres choses, de nouveaux qui viennent se créer sur cette planète. Déjà, les évolutions des insectes, une fois j'ai entendu que tous les ans, il y a 1 million de nouvelles espèces d'insectes. On a des animaux dans des lieux qui sont encore sauvages. Ça peut-être pas tous les ans, c'est peut-être tous les 100 ans, il y a au moins une espèce qui est créée. Ou peut-être beaucoup moins parce que il y a beaucoup plus d'espèces qui disparaissent qui se créent à cause de nous.
Mais je pense que c'est un jour on arrive à avoir un système de vie qu'on puisse vivre ensemble, enfin dire, et puis les respecter, ça va peut-être reprendre les choses. Alors donc la matière, je me suis posé une question. Quand mon frère s'est aperçu qu'il y avait un énorme vaisseau qui était au-dessus de notre maison, donc j'habitais encore chez maman, donc je me suis arrangé avec ma mère, elle était veuve, donc je lui ai donné des sous pour avoir une chambre. Bon, elle était généreuse, c'était pour l'aider. À un moment quand je pouvais pas, j'ai rien. J'ai une vie assez chaotique, mais très enrichissante. Voilà, on peut pas tout avoir. Et ce vaisseau était tellement énorme, et donc j'ai... Alors je ne sais plus si c'est le Québec ou... C'est le Québec qui m'a envoyé un message. Ou les Belges. Ou les deux. Après, alors ça va être le Québec. Ouais, voilà. Merci à amis québécois. Donc ils ont observé un vaisseau qui faisait la taille de 5 fois le stade de foot. Alors, je sais pas la longueur d'un stade, faites le calcul. Mais bon, ça devait être assez gigantesque. Un stade doit faire 50 mètres ou 70 mètres, je sais pas. Et donc, il flottait sans un bruit. Et aussi, j'ai entendu parler de l'élément 115, si je me rappelle. Un élément atomique. Et qui sert de gravité. Donc, je me suis imaginé. Attends, il y a des gens qui arrivent. Et c'est passé. C'est encore loin. Alors, c'est pas les bonnes lunettes. Donc, je me suis imaginé que cette matière, donc inverser l'abstraction terrestre, c'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, peut-être selon un dosage, en apportant un courant électrique ou autre chose, en glissant une autre matière qui a pour effet, vous savez, comme les barres d'uranium, ils mettent des barres pour ralentir les centrales nucléaires quand elles sont en activité. Parce qu'une centrale nucléaire, une fois qu'il est lancé, on ne peut jamais, c'est fini, on ne peut pas l'arrêter, il faut continuer à la contrôler. Je crois que le délai c'est 1 an. Donc il faut rentrer une autre matière qui se met en contact par une espèce d'induction qui ralentit l'activité de la réaction en chaîne des atomes, qui produit énormément de chaleur, plus que le charbon. Ça arrive. Voilà. Alors, imaginons que cette matière 115 qui rentre en réaction avec une autre matière qui est glissée comme une espèce de barre qu'on rentre dedans et qui a pour effet d'inverser l'attraction terrestre. C'est-à-dire que le vaisseau n'est pas attiré vers le sol pour qu'il s'écrase, parce que comme tous les avions en vol, dès que le moteur tombe en panne, et s'il n'a plus d'aile pour planer, d'ailleurs il peut que planer, il ne peut pas rester en l'air, plutôt un hélicoptère, on va dire un hélicoptère. Ouais, voilà, si le moteur tombe en panne l'hélicoptère, vous voyez ce qui se passe. Il va se fracasser au sol. Ça arrive. Alors donc, selon le dosage, je vais laisser passer les gens, c'est ça. Ils sont derrière moi. Allez, ils sont au fond. On va mettre mes lunettes. Mettre sur pause. Bon voilà, j'ai discuté longtemps. Ce sont des gens, des Portugais qui sont installés en France. Donc son fils est constructeur de maisons
C'était fort intéressant la discussion. C'est, ça arrive souvent avec moi, vous savez, même quand je vais dans les autres pays. Une fois, j'ai parlé avec des Américains, une fois, c'est avec des Canadiens. On échange beaucoup, comme avec vous, hein, mes amis. Voilà. Bon. Donc, donc, je parlais que quand le vaisseau était au-dessus de la maison, il doit peut-être avoir un élément 115 qui puisse régler le dosage par rapport avec une autre matière qui rentre à l'intérieur pour régler la répulsion. En fin de compte, leur vaisseau, il n'est pas attiré par la Terre, mais l'inverse, il utilise la puissance de l'attraction terrestre et qui s'inverse, qui puisse la maintenir. Alors, ce qui est intéressant, je dis, vous voyez un vaisseau, sa longueur, et là au milieu, là où il y a ma bague, là au milieu, ça serait le moteur. Alors donc, je me suis dit, ça serait le moteur qui pousse toute cette surface, vous voyez, tout mon bras, c'est le vaisseau gigantesque qui maintient toute la surface en vol stationnaire. Et après, j'ai réfléchi parce que bon, j'ai quand même une logique mécanique par mon métier. J'ai fait pas mal de choses. Hein. Et là, je me dis, non, ça va pas du tout. Vous vous rendez compte? Il fait une poussée pour réguler toute cette surface en équilibre. Quand vous voyez les avions qui décollent à Roissy, ils ne mettent pas un moteur, ils en mettent 4 ou 2 ou 1, mais seulement l'avion est beaucoup plus petit. Donc, je me dis, en fin de compte, non. C'était toute la carrosserie de l'engin, c'est-à-dire qu'ils influencent la matière de la... Et on fait ainsi, bonjour. Donc ils influencent la matière pour que, en fin de compte, c'est tout l'engin qui est le moteur. Comme un aimant gigantesque. Là, ça tombe sur ce sens. Il y a moins de contraintes. Parce que s'il y avait qu'un moteur au centre, l'engin aurait tendance à se plier comme ça, avec le poids de toute la coque. Alors si ça fait, comme j'ai entendu dire, 300 mètres ou 400 mètres, je sais pas, j'ai bien l'impression que c'est tout le vaisseau qui est le moteur. Voilà. Donc ils ont peut-être recouvert une matière, ou étalé la matière, fixée partout, et ils contrôlent tout ça. À ce moment-là, si on fait ça, donc astronautique Bruno qui disait que c'était impossible que le vaisseau soit aussi gigantesque parce qu'il va s'effondrer sur lui-même, il y aura trop de poids. Non, au contraire, ils arrivent à équilibrer la masse du vaisseau. Alors on peut mettre une ville, pas de problème. Je sais pas, c'est logique, mais voilà, j'ai fait cette découverte de cette théorie, parce que j'ai pas de preuve, que ça doit être comme ça qu'il doit fonctionner. Alors, s'ils arrivent à régler ces pressions en infiltrant comme des espèces de carottes ou d'autres matières dedans, à régler l'antigravité, il n'y a pas besoin d'énergie. Oh là là, c'est énorme. Si on arrive à faire un truc pareil, pas besoin d'énergie. On aurait simplement l'énergie pour faire fonctionner les ordinateurs à bord, la lumière, tout ce qui est les portes automatiques, tout quoi. Donc on ne sera pas obligé d'installer une énorme centrale nucléaire à l'intérieur parce que c'est une bonne nouvelle. Si c'est comme ça que ça fonctionne, il suffit de trouver le moyen. On pourra mettre une ville qui flotte au-dessus des arbres. Donc on pourrait avoir l'accès avec des engins volants ou des
des engins lourds pour les transports de matériel, alimentaire, hygiène et tout, enfin tout le commerce quoi. Donc, et c'est pour ça qu'en fin de compte, quand il y a beaucoup de témoignages, quand ils voyaient l'engin qui était au-dessus de la forêt, ils doivent avoir des petites perturbations. Donc, il a fait on dit souvent, voilà, ça fait, ouais, attendez, là, que ça fait un effet de flottement comme un bateau en mer. Vous savez, à chaque vague, le bateau il fait ça. Mais eux, ils arrivent à faire ça assez léger. Donc, c'est un petit défaut qui est acceptable. Ou à des engins plus performants où ils sont complètement stabilisés. Alors, pourquoi ça flotterait comme ça? Parce que la Terre, la station terrestre, elle n'est pas précise. Il y a des moments, on est plus attiré vers le sol dans les minutes qui passent, et des moments un peu moins. Par contre, il y a une influence avec la Lune, et ça j'ai entendu dire, regardez sur la loi, la géologie physique, le sol, quand la Lune elle est au-dessus, le sol monte et descend. Cette matière que vous croyez solide, les roches se contractent et se rétractent. D'accord? Voilà. Donc forcément, avec leur réglage, certainement qu'ils ont un ordinateur qui doit faire le réglage. Donc il y a des petites imperfections et voilà, vous avez l'impression que ça flotte. Sans un bruit. Si j'ai entendu dire qu'il y avait un petit bris de grisèlement et aussi des effets électromagnétiques qui coupent, pas comme Marc il m'avait expliqué, hein, il n'entendait plus son autoradio. Alors après, bon, est-ce parce qu'il était tellement gigantesque que ça faisait un couvercle et que les ondes, normalement les ondes, ça part d'une antenne, ça monte comme ça rebondit en haut de l'atmosphère et ça redescend comme ça en parapluie. Mais si l'engin était au-dessus de lui, était énorme, bah c'est comme votre voiture elle rentre dans un tunnel, puis l'autoradio ne fonctionne plus. J'ai pensé à ça aussi. Après, il y a aussi de l'électricité statique qu'on sent dans l'air. Bah, il vous l'a dit, la seule chose qu'il sentait, il était bien. L'effet de plus rien d'entendre. Alors j'ai pensé que si on n'entendait plus rien, c'est peut-être un défaut non intentionnel du vaisseau, étant donné qu'avec son système de répulsion de la gravité qui permet de flotter selon le réglage, il doit aussi influencer les particules d'air, que eux aussi les particules d'air, ils ont les atomes d'air, eux aussi, ils ont une abstraction mais minime. Hein, parce que toute la matière s'attire. Hein. C'est la loi de Newton. Vous avez été voir ça à l'école. Allez voir pour l'explication. Ah, donc, ce qui produit, c'est que l'air, elle vibre beaucoup moins. Et quand je parle, je fais vibrer l'air. Et en vibrant l'air, crée un son. Le son est dû à la vibration des molécules d'air. Mais si l'air est un peu plus fixe à cause du vaisseau, donc Marc, il a crié au loin, mais je n'ai jamais rien entendu dans la chambre. Pourtant, j'entends dans le jardin, quand les gens y parlent, j'entends. Hein. Parce que c'est une vieille maison, c'est une passoire. En fin de compte, il n'était pas assez près, et vu que l'air était diminué de moitié par la vibration, je n'ai pas pu l'entendre. Donc c'était une des preuves de l'affluence de leur moteur. En fin de compte, le moteur, c'est comme je vous dis, le vaisseau entier, c'est le moteur. Par rapport à la matière qu'elle a, comment c'est constitué, je ne sais pas. Et je pense que c'est faisable. Ça peut être que ça. Hein. C'est pas possible qu'il y a, comme je vous ai expliqué, à son centre, il y a un moteur pour tenir toutes ces
ces poutrelles, tous ces aciers, s'ils ont un acier extraterrestre, le moteur il va passer à travers et puis le vaisseau il va s'écraser, quoi. Bon, voilà. Par contre, ce qui est intéressant dans l'extraction terrestre, pardon, excusez-moi, c'est sa puissance. Si elle a envie de mettre une anti-gravité assez forte, bah, le vaisseau il fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y en a qui disent, ouais, mais s'il part à cette vitesse-là, ils vont être écrasés dans le vaisseau. C'est comme vous êtes dans un ascenseur, le câble il casse. Il tombe sur plusieurs étages, les gratte-ciel américains, bah, vous êtes écrasé au plafond dans la chute, d'accord? C'est bizarre, mais enfin c'est comme ça que ça se passe. Alors donc, bah eux, à la vitesse qu'il part, je ne sais pas, s'il part à Mach 15, à Mach 30 000 à l'heure, bah dedans, c'est plus que de la compote et de la purée. Mais non, parce que s'ils ont l'anti-gravitation, il y a du vent. S'ils ont l'anti-gravitation, forcément, ils n'ont aucune influence avec la station terrestre. Alors ils peuvent partir à 15 à 30 000 km à l'heure, mais à l'intérieur, ils ne sentent rien. C'est le moteur lui-même qui les protège. Vous voyez le truc? C'est dingue, hein? Et peut-être qu'ils ont une espèce de cage de protection qui règle l'extraction intérieure du vaisseau pour éviter de se faire écrabouiller. Et donc il y a un petit moteur intérieur qui va faire le réglage par rapport au moteur qui propulse qui soulève le vaisseau. Et ce que je vais vous dire aussi, ils doivent se servir des planètes aux alentours pour se propulser. S'ils n'ont pas de matière, s'ils n'ont pas une planète à côté d'eux pour se propulser, puis ils sont au milieu de l'espace, tellement éloignés qu'ils ne peuvent pas se servir de ce moteur, ou très peu, parce que dans l'espace, malgré tout, il y a toujours une toute petite abstraction peut-être de la galaxie, mais pas suffisant. Et là, j'en déduis. À l'intérieur du vaisseau, ils n'ont pas un moteur, ils ont des moteurs, selon l'environnement où ils sont. Après, bah, l'autre moteur, est-ce que ils n'ont pas un moyen de passer à travers de l'espace pour voyager de A à B? Et une fois qu'ils sont à B, dans un système planétaire où il y a une étoile au milieu, là, ils peuvent naviguer. En fin de compte, ouais, c'est ça, ils naviguent comme les marins à voile. Ils naviguent entre les planètes qui sont aux alentours pour se déplacer. Ah. C'est pour ça que j'ai déduit que je me suis dit, ils ont certainement beaucoup plus de moteurs différents. Je pense que là, c'est bon. Je vais vous laisser, les amis. Et c'est toujours un énorme plaisir, franchement. Ça me fait plaisir de vous parler. Parce que, comme ça, ben, des gens qui sont intéressés, ben, ils viennent m'écouter. Ça apporte une liberté à tout le monde. Et ceux qui ne veulent pas m'écouter, ben, ils n'écoutent pas. Et sans que j'impose ma conversation. Pour vous dire qu'avant, j'avais beaucoup d'idées énormes et que je parlais à pas mal de personnes. Mais bon, mon cerveau il tourne un peu moins maintenant. Je sais pas pourquoi. Mais avant, j'en avais des tonnes d'idées. J'ai construit pas mal de choses. J'ai fait du mécano, j'ai fait de l'électronique, j'ai étudié la physique. J'étais toujours dans la science, dans la technologie. Et je pense que c'est une mission à nous tous. Construire des caisses en bois, des meubles. J'ai construit ma maison. Du mauvais. Et bon, voilà. Et donc, je suis heureux de partager ceci. Et n'hésitez pas à faire une vidéo. Faites une vidéo sur ma vidéo, je ne sais pas, ou qui relie ma vidéo. Si
Si vous aussi vous avez une théorie, moi ça m'intéresserait grandement. Après on fait ça par écrit. Mais je pense que le mieux c'est faire une vidéo. Mais enfin si vous êtes à l'aise par l'écrit, bah, allez-y. Hein. Moi je suis pas trop à l'aise par l'écrit. Ouais. On peut pas tout avoir. Voilà. Ouais. Je suis un peu un Jules Verne, sans être écrivain. Voilà. Soyez les Jules Verne. Et si vous mettez des choses qui sont... Allez-y, osez, on ne sait jamais, mais qu'on puisse... ça va nous faire développer notre esprit à nous tous. Voilà. C'est pour ça que je suis heureux que les Belges, que le Québec a accepté, et je vous remercie grandement de tout le fond de mon cœur que vous acceptez. Alors, c'est pour me faire plaisir, oui, mais c'est pas un plaisir égoïste, c'est que ça va faire bouger les choses, et au moins, on a une utilité. Votre site a une utilité, vous voyez. Parce qu'il y a beaucoup de photos qui sont envoyées, des engins, tout ça. C'est chouette, pas de problème. Mais il manquait une discussion, ce genre de choses, d'échanger, voilà. Et on ne sait jamais, on peut peut-être aussi aider des scientifiques qui vont regarder la vidéo puis se disent tiens, ouais, c'est pas bête ça, ça peut fonctionner comme ça. Et puis là, bah, ils vont faire une recherche. Donc on a apporté une petite chose qui vont orienter un peu leur recherche, c'est possible. Hein. Vous savez, quand l'homme a inventé l'avion, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Quand, je sais plus si c'est un Anglais ou un Français le premier avion qui a été inventé. Et ils imaginaient vraiment pas qu'une hélice qui tourne comme ça dans le vide, qui puisse faire du vent, faire décoller une masse de toile. Et bien un jour, il y a une personne qui a rêvé de ça, qui a imaginé ça, mais il n'avait rien, pas de maths, rien du tout. Il a créé la chose, et merde, ça vole. Il a imaginé, il a apporté des améliorations certainement, et oui, c'était possible. Comme le bateau. Au temps de la préhistoire, ton bateau, ton tronc d'arbre creux dans la rivière, il va couler. Les premiers cuirassiers, c'est un Français qui a créé ces bateaux en acier. Tous les généraux militaires ont dit mais ton bateau en acier, c'est impossible qu'il flotte, il va couler. Bah non, il n'a pas coulé, il a flotté. Alors voilà. Soyons les Jules Verne, les géos trouvent tout. Et essayons d'apporter un peu pour qu'on puisse changer la mentalité des gens et qui puisse les faire rêver et s'évader, mais utilement. Je vous embrasse tous. Allez, à bientôt les amis.